Alors, la semaine dernière, on vous parlait d'un Français qui ira sûrement en NBA, on touche du bois, la saison prochaine en 2023, Victor Wembanyama. On va parler des Français qui sont déjà en NBA, puisqu'on fait partie, en tout cas la France fait partie du contingent le plus représenté en NBA. Derrière, d'ailleurs, petite question gratos comme ça. Canada. Eh oui, Canada qui nous domine et la France est numéro 2. Donc, et derrière Sénégal, non ? Nigeria, voilà, une équipe africaine. Merci pour la précision. Parlons de nos Français de NBA et puis posons-nous la question de savoir quelle saison pour ces Français de NBA. On vous les a, nous, rankés en plusieurs catégories pour vous les présenter, puisqu'ils sont à des stades différents de leur carrière. On a donc une première catégorie qu'on a appelée, nous, les gars sûrs. Donc cette première catégorie voilà, qui s'affiche avec Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert. On a une deuxième catégorie que l'on a appelée les role players, les joueurs qui seront amenés à avoir un rôle en NBA, mais pas forcément un rôle majeur. Frank Ntilikina, Killian Hayes et Ousmane Dieng, donc le nouvel arrivant de Oklahoma City Thunder. Une autre catégorie, les two-way avec Moussa Diabaté, donc qui arrive du côté des Clippers, Olivier Sarr qui arrive du côté de Portland et Théo Malédon, fraîchement transféré et arrivé du côté de Charlotte. Quand on parle de two-way, c'est un contrat un petit peu spécifique qui amène ces joueurs-là à transiter d'une ligue à une autre. Donc la ligue de développement appelée la G-League et la NBA pour y faire ses armes et éventuellement avoir un contrat un peu plus solide. On a une autre catégorie, si on a un peu le temps, on en parlera. Les joueurs coupés malheureusement en NBA, on en a deux, Kim T et TLC, fraîchement... Kylian. Ouais, c'est vrai qu'on les... On pense aux frères, mais merci beaucoup Kylian Tilly et donc Timothée Luaou Cabarro qui pour l'instant ne démarreront pas la saison. NBA, on y va, première catégorie, on va commencer par les grands, les gars sûrs. Nicolas Batum. Donc ça va être... Mélo, ça. Melvin, yes, Nicolas Batum. Quelle saison pour Nicolas ? Il a rempli les 2 ans à Los Angeles pendant l'été. Il adore les Clippers. Il est utilisé à merveille par Ty Lue dans une sorte de rôle de ce qu'on appelle le glue guy. Donc, c'est vraiment le joueur qui est polyvalent, qui peut jouer poste 3, poste 4, même poste 5 dans des 5 sans intérieur. On sait que Nicolas Batum, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il est capable de créer pour ses coéquipiers ou de faire la passe avant la passe décisive. Je dirais que c'est une extension du coach sur le terrain. Et il a également été précieux en défense pour les Clippers. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le 3&D, donc le joueur qui peut tirer à 3 points. Il est à 40% à 3 points la saison dernière. Il est bon en défense. C'est un couteau suisse. C'est vraiment le joker de luxe pour les Clippers et pour Tyronn Lue qui vise le titre cette saison. Son temps de jeu risque un peu de fluctuer parce qu'il y a beaucoup de monde aux Clippers, mais il a vraiment un rôle à jouer pour aider les Clippers à gagner le titre cette saison. Fred Weiss, Nicolas Batum, tu connais très très bien forcément. Il a fait l'impasse sur l'équipe de France cet été. Quel objectif individuel pour Nicolas Batum Alors individuel, je pense qu'il n'a plus d'objectif individuel. Je pense que justement son objectif, il est collectif. Et il a un gros avantage, c'est qu'il sait, ou en tous les cas, il croit que c'est peut-être sa dernière chance de gagner. Il a les 2 gros qui viennent de revenir là, avec Paul George et Kawhi. Kawhi, ouais. Donc tu te dis... le mec parfait pour les accompagner sur le terrain, pour pas vouloir le ballon quand il n'y a pas besoin, pour être le glue guy comme on vient de l'expliquer, franchement c'est Nico Batum, clairement. Après en plus sur ta seconde unit, tu vas avoir John Wall. Je pense qu'effectivement les Clippers peuvent faire une très bonne saison et je pense qu'il peut être très important parce qu'effectivement il parle de lui comme poste 5 aussi parfois, parce que c'est vrai qu'à part Zubac c'est un peu limité à l'intérieur, donc ils vont jouer certainement small ball. Et quoi de mieux pour contrer les Warriors que de jouer small ball avec des Batum qui peut switcher sur tout, par exemple. Donc honnêtement, je pense qu'il y aura un vrai rôle à jouer dans une équipe, pour moi, qui s'ils font pas la finale cette année, échec. Ça sera presque un échec. Ouais. Deuxième gars sûr, Evan Fournier. Angelo. Evan Fournier, taulier. On sait que c'est un joueur qui avait été particulièrement performant de son temps du côté des Orlando Magic. Et maintenant, il est arrivé en grande pompe du côté de New York. On sait que les Knicks sont... une franchise en mal de réussite, en mal de résultats. Ils ont beaucoup de mal à retrouver des couleurs suite à l'ère Patrick Ewing. Et le problème pour Evan Fournier, c'est qu'il n'a pas été suffisamment adroit pour se garantir, on va dire, un rôle stabilisé dans le starting line-up cette saison. C'est-à-dire qu'on sait que les New-Yorkais sont très exigeants et ils sont très... Il est quand même devenu le meilleur marqueur de tir à 3 points sur une saison
Sans problème. Pour l'équipe de New York. Sans problème. Il est stable au niveau de sa réussite à 3 points. Il était encore à 38% de réussite au niveau de son efficacité longue distance, mais au niveau de sa réussite globale, il est en dessous des 42%, ce qui pour un arrière reste quand même du côté plutôt faible au niveau de la moyenne de la ligue. Et c'est surtout un rôle où, avec l'arrivée de Bronson, qui lui est un créateur qui a besoin de la gonfle dans les mains et qui va arriver avec ce contrat énorme et toutes les attentes qui sont placées en lui du côté de New York, il ne va pas être un distributeur de ballon. Donc déjà que Evan était assez frustré du fait d'être un peu isolé dans le corner et qu'il n'avait pas autant la possibilité d'utiliser le pick and roll tel qu'il était utilisé du côté du Magic. Il était utilisé en catch and shoot. C'est ça, exactement. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'équipe de France. Malheureusement, il n'avait plus cette faculté de percussion qui lui sert tellement d'habitude. Exactement. Et c'est pas fait pour s'améliorer avec l'arrivée de Bronson. Et il y a le profil justement de Quentin Grimes qui, lui, plus défensif. Si je comprends, le statut d'Evan n'est pas forcément protégé. Il est pas garanti. Ça fait mal un petit peu qu'il arrive quelque part. Ça fait un peu mal. Il aime le ballon, il l'aura beaucoup dans les mains. Je suis d'accord avec toi. Non, mais clairement, parce qu'en plus, il y avait Kemba Walker qui était sur la phase descendante. Là, il y a Bronson. Lui, c'est vers le haut, avec toutes les responsabilités qui vont venir avec. Et Evan, il est, par rapport à son profil de scoreur, est peut-être en danger du fait de tomber plutôt dans la seconde unité et de laisser un jeune au profil plus défensif insérer le 5 de départ. Et c'est un peu les conversations qui se passent du côté de New York en ce moment. Ok, on avance. Rudy Gobert, un gros poisson aussi, un gars sûr. Melvin va nous en parler. Ouais, au nouveau départ pour Rudy Gobert qui, après 9 saisons à Utah, a été transféré à Minnesota cet été. Alors, les Wolves avaient 2 grosses lacunes la saison dernière, c'était le rebond et protéger leur cercle et leur raquette. Et qui de mieux pour Rudy Gobert pour résoudre ce problème. Alors, Minnesota a payé le prix fort pour aller le chercher, mais n'oublions pas que Rudy, c'est All-Star sur les 3 dernières saisons. Il a été 6 fois de suite dans la NBA All Defensive First Team et c'était le meilleur rebondeur de la Ligue la saison dernière. Je pense qu'il va devenir le de facto leader de leur défense. Mais il y a quelques questions à se poser. La première, c'est sa cohabitation avec Karl Anthony Towns pour essayer de former ces sortes de Twin Towers 2.0. Après, il se retrouve dans un effectif avec énormément de talent offensif. On a parlé de Towns, Anthony Edwards, D'Angelo Russell. Donc, il va peut-être avoir moins de ballons qu'à Utah. Comment va-t-il gérer ça? Et puis, dernièrement, quand les playoffs vont arriver, est-ce que Rudy va pouvoir garder son impact, punir les switches des défenses adverses et rester impactant face à des équipes qui jouent small ball, comme on a vu Dallas et les Clippers faire les 2 dernières saisons? Fred, le poste intérieur, tu connais, hein Ouais. Les ambitions individuelles de Rudy Gobert, en passant justement de Utah à Minnesota, est-ce qu'elles sont les mêmes? Est-ce qu'on va voir Rudy Gobert capable d'être All-Star encore cette année? Alors, je pense qu'il va essayer, effectivement. Alors, ça se joue vraiment up-tempo dans sa nouvelle équipe, donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple pour lui. Ouais. En plus, il y a 4 qui va vouloir jouer offensivement, donc pour avoir des ballons, ça va être compliqué. Il va devoir prendre sous son aile Edwards, qui sera certainement le MIP de la saison prochaine, donc ça ne va pas être évident. En plus, ça joue encore une fois très vite, donc difficile de juger un défenseur, mais son objectif, il est clair. Effectivement, All-Star Game et meilleur défenseur de l'année. Ça ne sera pas simple. La catégorie des role-players, on y va. Ça concerne Frank Ntilikina, Killian Hayes et Ousmane Dieng. On va commencer par Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, première saison NBA pour lui. Du côté d'Oklahoma City Thunder, on a 2,8 m et 97 kg pour Ousmane Dieng, un jeune joueur, je l'ai dit, donc de 19 ans. Melvin va nous en parler, puis on écoutera aussi Florent qui l'a suivi dans le cadre de son documentaire Champion pour connaître un peu la personnalité d'Ousmane. Ousmane Dieng, c'est un ailier qui arrive en NBA comme tu l'as dit. Il me semble le joueur français qui a eu la draft la plus haute. Donc il arrive avec quand même pas mal de pression. Il arrive à OKC qui est vraiment une bonne situation pour lui parce que OKC, on sait que leur priorité c'est de faire jouer les jeunes et de les former et tout en essayant de perdre, j'ai envie de dire, le maximum de matchs pour aller chercher un autre Français la saison prochaine. Mais c'est un joueur qui est intéressant, c'est un joueur qui a eu beaucoup de temps de jeu pendant la pré-saison, avec pratiquement 26 minutes de temps de jeu. Ça devrait sûrement se baisser un tout petit peu pendant la saison régulière, mais il a vraiment une carte à jouer, avec notamment l'absence de Chet Holmgren qu'on voit ici sur la droite, sur la photo. Donc très curieux de voir ce que Ousmane va donner pour sa saison de rookie. Florent Baudin, Ousmane Dieng, quel jeune homme c'est? C'est un jeune homme qui est assez réservé,
C'était pas le capitaine, par exemple, de l'équipe du Pôle France. À son époque, c'était Adama Ball qui est parti en universitaire à Arizona. C'était plus un leader par l'exemple. Il s'identifie beaucoup à Paul George. Il a d'ailleurs, son agent lui a donné la chance de s'entraîner avec lui. L'été, c'était l'été, pas celui-là, celui d'avant. Porte le numéro 13, comme Paul George, en tout cas sur les photos avec le alors j'avais pas remarqué ça, mais en effet, il a aussi voulu se développer un peu en dehors du sérail franco-français. Il n'a pas pris un agent français, il est parti en Australie. C'est vrai qu'il a pris de gros risques parce qu'il aurait pu sortir du circuit complètement. Je sais qu'à l'INSEP, on le suit toujours beaucoup, même au niveau fédéral. Et il a aussi une carte à jouer peut-être pour l'équipe de France. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Pas tout de suite, mais pourquoi pas au printemps prochain, sur les prochains rassemblements, avec peut-être un groupe élargi en préparation de la Coupe du Monde. Tu le vois déjà intégrer un peu ce scope un peu élargi. En tout cas, si tout se passe bien pour cette première saison, il devrait jouer. On sait avec la blessure du premier choix de draft de OKC, il devrait avoir du temps de jeu. C'est un profil peut-être qui pourrait manquer à l'équipe de France. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. On le surveille. Boris Dio va venir le voir jouer, c'est prévu. Ousmane Dieng, il n'est pas aussi loin que ça des radars fédéraux. Après, Boris, quand il se déplace, c'est pas forcément pour les joueurs aussi. Il va dans les restos, tout ça. Oh là là, on laissera Boris répondre. Non, mais c'est bien la culture en équipe de France. Kamagaté a été intégré déjà sur les 2 dernières années et il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. C'est une revue d'effectifs tout en, on va dire, construisant pour l'avenir. Kylian Hayes. Role player, troisième saison, je crois, pour Kylian. Donc saison charnière quand on a été signé rookie pour tenter d'avoir un contrat un peu plus solide. 21 ans, meneur arrière, 1m96, 88 kg. On rappelle que les Detroit Pistons seront opposés aux Chicago Bulls le 19 janvier prochain en 2023, donc du côté de la Core Hotel Arena. Yes. Voilà, ça c'est dit. Parle-nous un peu de Kylian. En quoi cette saison est un peu importante pour lui ? Alors, c'est super important pour les gens qui nous regardent de replacer le contexte de la franchise. C'est une équipe qui est en mal de réussite et qui donc se retrouve à avoir des choix de draft très haut placés depuis 3 ans. Oui. Et la politique, c'est de prendre le meilleur joueur disponible. Oui. Et il s'avère que chaque année, c'est un meneur arrière. Donc, ils ont drafté Kylian. Derrière, ils ont le numéro 1 de la draft qui devient donc le franchise player de surcroît, Cade Cunningham. Et là, ils ont Jaden Ivey, qui lui aussi un meneur arrière. Donc, on se dit... Très explosif. Très explosif, excellent joueur et qui rentre parfaitement dans le profil qu'ils essaient de construire aux côtés de Kate. Donc est-ce qu'on croit en Kylian Et donc beaucoup de gens pourraient se dire ça y est, ils viennent de recruter 2 mecs sur son poste, ça veut dire qu'il est sur la case d'à côté. Non. Quand on construit une équipe, on a besoin de starters et on a besoin d'un bon performant si on veut être dans le haut du tableau, surtout dans la conférence Est. Donc, il y a une réelle carte à jouer pour Kylian qui, lui, a 2 ans d'expérience et qui va avoir l'opportunité de retrouver des responsabilités en sortie de banc. Donc, s'il s'approprie ce rôle-là, tel qu'un Manu Ginobili a pu le faire avec les Spurs, et de se dire « je vais être le leader de la seconde unité », en continuant à perfectionner son point faible qui pourrait être, on va dire, son spot shoot, à 3 points qu'il a mis un petit peu en difficulté parce que Cunningham était le porteur de balle principal et ça l'a retiré de son rythme si tu veux. Là il va avoir les munitions, on l'a vu en pré-saison, c'est celui qui prenait le plus de tirs des remplaçants et il va avoir un peu carte blanche pour être de nouveau lui-même et donc on compte sur lui, on laisse Jaden Ivey faire le boulot de distribution dans le 5 aux côtés de Cunningham, on met Kylian Hayes, ça dynamise l'équipe au niveau de leur production de banc et il y a je pense une réelle possibilité pour lui de s'affirmer dans ce rôle, de retrouver des couleurs et de montrer aux Pistons qu'il mérite qu'on compte sur lui. À lui d'accepter le rôle qu'on lui propose. Mais je pense que c'est le cas. Alors, il n'y a pas le choix, de toute façon. Concrètement, il vient de l'expliquer, il y a 2 joueurs qui ont été draftés dernièrement, qui sont forcément les leaders. Il aura ce rôle, il doit le prendre, mais il n'a pas le choix de dire non, ça me convient pas. Et effectivement, je pense qu'il a sa carte à jouer. Il faut juste se rappeler qu'il sort d'une blessure assez importante quand même. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu cette blessure qui n'ont plus rejoué après. Donc on est déjà content. Ouais, c'est ça. Très compliqué à s'en remettre. Okay. Bon, à suivre la carrière, surtout la saison même de Kylian. On essaiera peut-être d'ailleurs d'avoir quelques Français et donc Kylian dans Hype dans quelques semaines. Ça peut être sympa aussi de discuter avec ces joueurs. On vous parle de Franck Ntilikina, le joueur international français, 2e saison du côté des Mavericks de Dallas, 24 ans déjà, 5e saison NBA, arrière 1m93, 90 kg, profil défenseur, 3&D presque maintenant. On le connaît Franck Ntilikina. Quel rôle pour lui dans l'équipe de Luka Doncic, là où on sait que Luka mange beaucoup de ballons, Melvin?
Alors, tu es très généreux avec le 3&D. Je dirais qu'il est surtout NT et pas vraiment le 3. C'est vraiment ça, en fait, qu'il a un peu sauvé et qu'il a permis de rester en NBA. C'est-à-dire qu'il a un profil défensif que personne n'a sur la base arrière de Dallas. Et c'est vraiment ça qui lui donne de la valeur. Et il est vraiment utilisé par Jason Kidd sur ces sortes de missions défensives. On l'a vu sur Devin Booker, par exemple, en playoff. On l'a vu sur d'autres stars pendant la saison régulière. Et c'est que comme ça qu'il sera utilisé. Et donc, son temps de jeu va être limité par ces circonstances-là. Il a besoin de progresser sur son tir à 3 points. On l'a vu contre les Warriors. Les Warriors ont laissé vraiment grands ouverts en finale de conférence. Donc à voir. Il a un rôle à jouer, mais il y a une base arrière qui est quand même extrêmement fournie à Dallas, qui vient d'ailleurs de recruter Facundo Campazzo, qui était l'ancien coéquipier de Luka Doncic au Real et qui jouait à Denver la saison dernière. On vous présente la dernière catégorie très rapidement. Moussa Diabaté, donc 20 ans, rookie des Clippers, 2m11, 95 kg. Olivier Sarr, 23 ans, première saison NBA. Il a joué, on l'a vu du côté de l'OKC la saison dernière. Donc c'est un pivot de 2m13 à 107 kg. Et Théo Malédon, qu'on connaît bien sûr, international français, passé par l'Asvel et l'INSEP avant l'Asvel. Bien sûr, 21 ans, deuxième saison NBA, enfin troisième du coup qui va démarrer pour Théo. Et meneur d'1m93, 79 kg, donc très frêle. Rapidement, Florent, parmi ces 3 joueurs, lequel te hype le plus? Quelle saison tu as envie de suivre? Moi j'aime bien Moussa Diabaté parce pareil, on le connaît pas trop en France et on a tous vu son dunk, je pense, en pré-saison, là, assez magistral. Ouais. Et j'ai cru entendre que Nico Batum allait le prendre un peu sous son aile et que c'était pas une partie de plaisir. Okay. Parce qu'apparemment, il a beaucoup d'envie, ce jeune homme. Donc j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va réussir à se faire un spot en NBA. On rappelle le contrat, le two-way qui ne protège pas forcément. Hein. On est à la fois dans une ligue de développement et en NBA. Donc on espère que ces joueurs auront du temps de jeu pour s'installer et prouver qu'ils peuvent être dans une vraie rotation d'équipe. Les Clippers, on disait, une équipe qui va jouer quand même le titre. Peut-être un peu difficile de glaner des minutes derrière certains joueurs, Angelo. C'est pas le profil idéal. Il y a du monde. Mais par contre, il y en a un parmi ces 3 qui, lui, a le profil idéal pour pouvoir grappiller des minutes et retrouver un rôle qui semblait être le sien du côté de OKC. Moi, je pense à Théo Malédon. Il profite de l'aubaine de la blessure de LaMelo Ball pour pouvoir devenir potentiellement le backup de Terry Rozier du côté des Hornets. Et c'est un rôle qui pourrait lui convenir parfaitement, sachant qu'il a des qualités. Tout ce qui lui manque, c'est de retrouver un petit peu d'efficacité longue distance, ce qu'il avait démontré lors de sa première année en tant que rookie. Il était quand même à 10 points par match. Alors oui, c'était à OKC, mais OKC avait quand même gagné quelques matchs. Avec des faibles pourcentages aussi. Mais faible pourcentage dans une fin de saison, un peu... moins faible que l'année dernière. Le manque de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas juger vraiment sur le manque de confiance, le peu de temps qu'il a eu sur sa deuxième saison. Sur sa première saison, tu peux regarder que malgré la confiance qu'on lui a apportée, il n'était pas très performant, entre guillemets, parce qu'il n'était pas très adroit. Il a voisiné 34%, mais 34 laisse quand même très faible, mais 37, ça devient un bon pourcentage en NBA. Donc, tu es à 3% et un tir par-ci, un tir par-là te fait monter ton pourcentage. Oui, mais je ne te parle pas que de shoot à 3 points, moi, je te parle des shooters. Mais moi, je parle de son rôle de shooter. Après, il fait partie de ces joueurs dans les two-way qui vont avoir très peu de minutes, où il va falloir justement rentabiliser cette fenêtre pour être en mesure de rester éventuellement et d'avoir un rôle en NBA. Il venait de se faire couper par les Rockets, donc là, c'est une aubaine d'avoir un rôle puisqu'il y a eu un blessé. Il faut la saisir rapidement parce que sinon, il va passer son année en G-League et puis derrière, on ne peut pas prédire de ce qui va se passer.